Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Numérica Télévision. Mesdames et messieurs, d'abord les titres. Il est institué désormais en République démocratique du Congo un prix dénommé Prix Matata Ponyo pour la bonne gouvernance. L'initiative est signée Union nationale de la presse du Congo. Objectif, inciter à la bonne gouvernance. Son lancement officiel a eu lieu ce jeudi à l'hôtel Memling en présence du Premier ministre. Nous y reviendrons en images tout à l'heure. Au lendemain du drame survenu dans la commune Kasavubu où un immeuble s'est effondré causant mort d'homme, les députés nationaux élus de Kinshasa ont effectué une descente sur le lieu, visite parlementaire pour se saisir de la situation et trouver une solution afin de sortir les victimes enfouies sous les décombres. Le sommet de Luanda a vécu, place maintenant aux réactions, au rassemblement. C'est sans surprise. Vous suivrez dans cette édition la réaction du député national Jean-Claude Wemba, président national du MPCR. Merci de suivre ce journal qui reçoit comme invité Abraham Lwakabwanga. Il est secrétaire national de l'UDPS en charge de la communication, information et médias. Monsieur Abraham, bonsoir. Bonsoir Madame Merci de répondre à notre invitation. Je rappelle que vous êtes également journaliste. Donc je crois que maintenant la fonction politique primant... C'est la question que j'allais vous poser. Exactement, donc nous avons pris congé de cette formation et de ce titre professionnel. Vous êtes en incompatibilité donc, comme c'est l'expression consacrée. Exact. Merci d'avoir choisi Numérica pour vous informer. Bienvenue à tous et à chacun. Le sommet, je le disais, de Luanda sur la crise politique en République démocratique du Congo a vécu. Maintenant, place aux réactions, à l'opposition d'abord. C'est sans surprise que le rassemblement a accueilli les conclusions de ces assises. Là-bas, on est catégorique. L'article 64 ne sera jamais remplacé, jamais, même pas par les conclusions de ce sommet international. Je vous propose d'écouter ici Jean-Claude Wemba. Il est député national de l'opposition élu de Kassangoulou. Il est au micro d'Éric Kalambay. Qu'est-ce qui vous étonne quand un syndicat de chefs d'État se retrouve? Ils ne peuvent qu'être solidaires. Vous avez vu le nombre des années de tous ces chefs d'État? Ça atteint l'apogée d'un siècle. Donc nous ne sommes pas surpris. Et surtout, mais ce qui est curieux, les gens croient encore que les affaires du Congo, Kinshasa, Congo-Zaïre, ne se développeraient que à Brazzaville, à Luanda, à Kigali, à Kampala, à Bujumbura. Où est-ce que j'en sais? Le problème n'est que simple. C'est le peuple congolais. Respectera-t-il la Constitution ou ne la respectera pas? Tous ces chevauchements, les rencontres, le dialogue, quel dialogue il y a eu ici? Vous avez suivi le monologue qui était au Kanchachi. Même les pseudo-opposants se retrouvent maintenant des alliés de M. Kabila. Donc il n'y a pas eu inclusivité. Donc à partir de ce moment-là, tout ce qui s'est décidé à Luanda ne fait que renforcer ce qui est sorti du Kanchachi. En ce qui concerne le rassemblement, est-ce que l'article 64 sera déclenché, oui ou non? Est-ce que tout est mis en œuvre pour que le peuple congolais refuse une personne, un clan, une famille, des amis et des coquins pour qu'ils puissent braver la Constitution? Abraham Lwakabwanga, première question, c'est sans surprise aussi? Sans surprise aucune, nous savions très bien que les pairs de M. Joseph Kabila, qu'on retrouve dans la SADC et la plupart dans l'Union africaine, qui par ailleurs, depuis que les observateurs de la scène politique en Afrique constatent qu'il y a 17 élections prévues de 2015 à 2017, les premières qui se sont déroulées avec beaucoup d'entorses. Je parlais du cas du Burundi, du cas du Congo-Brazzaville en face, que dire du Gabon, du Togo. Donc, nous sommes tributaires ici d'un club d'amis qui vont défendre un des leurs et qui ne vont jamais permettre un changement. Maintenant, vers qui vous retournerez désormais? La question n'est pas à nous poser vers qui nous nous retournons d'abord. Que dit le peuple? Que pense le peuple?
Le dialogue qui avait été préconisé devait amener une situation de paix, de manière à ce que le Congo s'avance vers des élections paisibles et honnêtes. Mais à première vue, je crois que la réaction du peuple congolais avec la ville morte a été claire. J'ose croire que les autorités de la ville de Kinshasa nous laisseront le 5 nous exprimer d'une manière claire pour que nous puissions donner notre position. Nous ne sommes pas des votants en guerre. Nous sommes ici conscients, congolais, nationalistes, aimant notre pays comme quiconque et cherchant à ce que ce pays ne verse pas dans des scènes ou dans des scénarios qui vont demain endayer la nation congolaise. C'est quoi l'option? Un deuxième dialogue? Madame, on l'a appelé de tous nos voeux. Tout le monde l'a dit. La communauté internationale, l'Union européenne, les Américains l'ont dit. Il n'y a que nos pères africains qui ne sont pas des modèles de démocratie, qui eux estiment que ce qui s'est passé à Kinshasa était excellent. Mais je voudrais rappeler à tout un chacun que M. Edem Kodjo ne cessait de dire qu'un dialogue sans Étienne Tshisekedi n'était pas dialogue. Qu'en est-il de cette phrase magique? Est-ce qu'il y avait-il un dédoublement à notre Tshisekedi à l'OUA? Je ne crois pas. Ce que nous cherchons, nous demandons de tous nos voeux, c'est qu'il y ait une inclusivité et qu'ensemble nous puissions discuter de l'avenir de ce pays. C'est vrai qu'ils nous mettent un calendrier, mais que dire des 5 milliards qu'a proposé M. Matata Ponyo comme budget pour qu'on nous dise en 2017 qu'on n'a pas assez d'argent pour organiser les élections en 2018? Et vous le savez, il est institué désormais l'initiative, le prix Matata Ponyo pour la bonne gouvernance. L'initiative est de l'Union nationale de la presse du Congo. Ce prix vise à inciter à la bonne gouvernance. La récompense des journalistes congolais sera remise à toute personne physique ou morale qui aura excellé dans la bonne gouvernance. Le lancement officiel a eu lieu ce jeudi à la Gombe, à l'hôtel Memling, plus précisément en présence du Premier ministre Augustin Matata Ponyo, des membres du gouvernement, mais également de plusieurs autres invités. Je vous propose de suivre ce reportage d'Anita Kangoudia et Serge Métélési. Au devant de la scène, le Premier ministre dont le prix porte son nom est l'UNPC. Dans l'assistance, le membre du gouvernement ainsi que plusieurs invités. Le prix Matata Ponyo pour la bonne gouvernance veut créer l'émulation et l'essence du résultat positif dans les domaines de la bonne gouvernance et la gestion de la chose publique. Pour le président provincial de l'UNPC Kinshasa, ces prix répondent aux critères trilogiques dont fait montre Matata Ponyo. Il s'agit de l'humilité, de l'efficacité et de la loyauté. C'est un peu l'homme de la trilogie, la triptyque. Humilité, efficacité, loyauté. La presse que nous sommes soit désormais le socle, garde-fou pour récompenser ces valeurs sûres. Et nous estimons que Matata Ponyo, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas le bénéficiaire de ces prix. Il en est le symbole. Le président national donne lui les raisons qui ont milité pour le choix porté en la personne de Matata Ponyo. Les raisons à la base de ces choix sont les suivantes. Primo, depuis qu'il est à la tête du gouvernement de la République, Matata Ponyo Mopon a donné un contenu, un prestige à la primature que nul autre avant lui n'avait fait. Secondo, derrière le record de longévité qu'il a battu, il a fait des avancées significatives dans la gouvernance du pays, tant sur le plan du cadre macroéconomique que celui des infrastructures de base. Le membre du gouvernement salue l'initiative de l'UNPC. La première édition du prix Matata Ponyo pour la bonne gouvernance aura lieu le 23 mars 2017, a précisé Kasonga Chilunde. Abraham Lwakabwanga, il faut quand même saluer l'initiative de l'Union nationale de la presse du Congo, un prix Matata Ponyo pour la bonne gouvernance. Il était temps. Il était temps, mais je serais curieux d'entendre la réaction de son prédécesseur, Adolphe Mouzito. Qu'est-ce qu'il en pense? Parce que ce dernier a eu, pendant près d'une ou deux sessions,
a expliqué qu'on nous faisait beaucoup d'enfumage ici. Mais je félicite, étant donné que je suis la presse, c'est une très bonne chose. Mais fallait-il qu'on donne vraiment cela, le titre Adolphe à Matata Pognon? N'y avait-il pas un meilleur vecteur de ce... Au regard des progrès économiques et sociaux que le pays a enregistrés ces 5 dernières années, il fallait quand même encourager Madame Choriva, le travail, le pas franchi par Matata Pognon. Le gouvernement sous l'impulsion. Je suis rentré à Kinshasa le 27 juillet 2016. Le taux du dollar était à 10. Aujourd'hui, 3 mois après, on est pratiquement à 12. Je ne sais pas si cela est dû à une excellente gestion ou bien on peut toujours commenter là-dessus. Sans parler de l'augmentation du prix des matières, du carburant, des unités de téléphone qui ne cessent, dont je suis pratiquement perdu. Et que dites-vous, je vais prendre l'extrait du discours de Matata Pognon, du redressement de Tekenfugurume, de la bancarisation de la paie des enseignants, de la réforme de la TVA, autant d'exemples dans le cadre de la réforme du secteur économique. J'aurais pu dire, je regardais M. Matata Pognon en lui disant, Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre plus grand échec, c'est de n'avoir pas pu organiser des élections dans ce pays. Donc tout ce que vous nous dites là, c'est bien beau. Mais aujourd'hui, le pays est dans une situation difficile, tout simplement parce qu'on n'avait pas su mettre de côté ce qu'il fallait pour qu'on ne versions pas dans cette situation délicate dans laquelle on ne connaît pas nos lendemains. Et on va aussi prendre les réactions des personnalités présentes à l'hôtel Memling lors du lancement du prix Matata Pognon pour la bonne gouvernance. Elle salue à l'unanimité l'initiative de l'UNPC dont les objectifs sont nobles. Et cette question que nous avons posée à ces personnalités, Augustin Matata Pognon est-il le modèle par excellence en matière de bonne gouvernance en RDC? Je vous propose de suivre leur réaction au micro d'Anita Kangoudia et de Serge Métélé. L'homme est perfectible. Il est quand même de notoriété connue que du premier au dernier jour de sa gouvernance, une des choses dont il se proclame au moins, c'est la bonne gouvernance dans sa volonté, dans sa mise en application. Je crois qu'on est en mesure de pouvoir lui donner le crédit et lui-même a déjà donné son nom à crédit en disant au cas où les critères ne sont pas respectés, les procédures ne sont pas respectées, il retirera son nom. Ça veut dire qu'en fait, en tant que personne, il s'engage à l'honneur et je crois aussi que les journalistes qui font le travail ont la liberté de pouvoir en donner le jugement. Nous devons quand même encourager ceux-là qui font du bien, qui font quelque chose de bien. La bonne gouvernance au Congo, ce n'est pas quelque chose qu'on peut aujourd'hui nier à cela. L'indice humain, c'est quelque chose qui nous fait honneur aujourd'hui de voir un digne fils qui a étudié ici au Congo, qui a fait son université ici et qui a terminé et qui est passé aux affaires et qui a prouvé de quoi il est capable. Et c'est pour nous autres aussi un modèle. La bonne gestion n'est pas que dans le privé. La bonne gestion ou la bonne gouvernance, on la trouve dans tous les secteurs, même au niveau de la famille. Si vous n'assurez pas une bonne gouvernance, certainement que vous allez vous retrouver avec une famille qui n'évolue pas, qui n'avance pas. Donc il faut bien gérer le peu de ressources. Nous nous retrouvons souvent dans une modicité de ressources. Il faut bien les gérer pour faire avancer la communauté, la famille et l'entreprise, la structure qu'on gère. Il n'y a que la bonne gouvernance qui peut nous aider. C'est la formule magique. Et deuxième message aux jeunes, c'est lui qui s'adonne avec persévérance à la bonne gouvernance, finira un jour par être récompensé par ce prix ou par un autre prix. Au Nord Kivu, les pays de la région des Grands Lacs discutent projet d'intégration à Goma pendant 2 jours. Les autorités des villes et provinces des pays de la région vont notamment statuer sur les questions relatives à la structuration de l'Association nationale des maires francophones et au projet d'intérêt commun des entités dans les Grands Lacs africains. Parmi les autorités provinciales présentes à ces assises, il y a Marcelin Chisambo, le gouverneur du Sud Kivu, Julien Paluku Kahongia, gouverneur du Nord Kivu, Clément Bafiba, vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, ainsi que les maires de Bujumbura pour le Burundi et de Gisenyi pour le Rwanda.
Ouverture ce jeudi de la deuxième édition d'Optimum Forum. Cette deuxième édition est placée sous le thème « Le capital humain, comment investir dans les cerveaux ». Ce forum vise à créer une plateforme de réflexion sur des sujets liés au développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Et pour cette première journée, les échanges ont tourné autour de l'état de la situation, problématique majeure au niveau du pays et des entreprises. Hermione Yonvou sur les images de Doukas Souba, reportage. La deuxième édition de l'Optimum Forum se veut un cadre de réflexion en vue de trouver des voies et moyens pour le développement de la RDC. Voilà pourquoi le thème choisi est le capital humain, comment investir dans le cerveau. Le directeur général d'Optimum a indiqué que ce forum a pour mission de réfléchir sur les problématiques majeures au niveau des entreprises et du pays et promouvoir des filières qui vont accélérer le développement. Didier Mpambia a rassuré que le capital humain est la clé du développement. Le capital humain est nécessaire au développement de toute entreprise et même de tout pays. Investir dans le capital humain, c'est investir dans le futur d'une entreprise ou d'une nation. Mais le but n'est pas de se taper dessus, mais de trouver des pistes de solutions afin de faire face à toutes ces difficultés qu'on rencontre en tant qu'entrepreneur ou en tant que pays. Patrick Mouyaya, un des orateurs, s'est inspiré du modèle japonais car la principale richesse japonaise est l'homme. Au directeur général de l'entreprise Soideco de renchérir que la remise à niveau des travailleurs s'avère importante. Le premier pas, c'est d'abord faire le diagnostic. Et là, nous avons fait plus ou moins les diagnostics. Nous avons identifié les problèmes, les sources du fait que nous n'ayons pas de jeunes Congolais beaucoup en train de travailler et tout le reste. Et nous avons réfléchi sur des pistes de solutions. Il faut commencer d'abord par ceux qui travaillent. Parce que pour pouvoir libérer des postes, il faut augmenter le niveau des gens qui travaillent déjà. Aujourd'hui, les travaux sont pris par des Chinois, par des Sud-Africains, parce qu'il y a un manque de compétences ici. Donc on engage des personnes extérieures alors qu'il y a un besoin ici. Le ministre Delessus a indiqué qu'il faut promouvoir le système éducatif plus équitable au service de la croissance susceptible de créer de l'emploi. Il faudra que ces réformes amènent nos universités, nos instituts supérieurs à revisiter quelque part les missions académiques traditionnelles pour intégrer dans la formation la problématique de l'adéquation entre la formation et l'emploi. Ouverte ce jeudi, les assises vont se clôturer demain vendredi. L'humanité a commémoré ce jeudi la journée du patrimoine audiovisuel avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le monde n'a plus que 15 ans pour convertir tous les supports analogiques en documents numériques pour empêcher leur perte. D'après les experts de l'ONU, une action internationale et concertée devait être menée. En République démocratique du Congo, il n'existe pas encore une cinémathèque nationale, mais à la RTNC et à l'ICA, l'Institut congolais de l'audiovisuel, il y a des archives audiovisuelles. L'ICA nous a ouvert ses portes aujourd'hui. L'école fait partie de l'identité nationale. Je vous propose de découvrir ce reportage de Michel Kerekere et d'Alain Zongola. Dans l'enceinte de la radio-télévision nationale, loge bientôt 40 ans l'enseigne de l'Institut congolais de l'audiovisuel. Fouassa Tombissa évolue depuis 32 ans dans l'audiovisuel. Il gère cette école technique des journalistes. L'ICA qui concilie le passé et le présent est presque un musée de l'histoire audiovisuelle. Nous sommes en train de nous employer à mettre en place un schéma muséologique qui nous permettrait de restituer en fait tous les parcours de manière que même les étudiants qui entrent en sciences de l'information et de la communication puissent venir un peu comme dans un voyage initiatique, retrouver les éléments qui ont été utilisés par leurs ancêtres, si l'on considère que nous sommes tous les héritiers d'un même chemin. Il y a une universalité ici. Chaque pièce ou local de l'école conserve un cachet original.
On a presque tous les patrimoines nécessaires qui a contribué à la sensibilisation et communication du public zaïrois et congolais. Par patrimoine, j'entends ce qui nous est commun, ce qui nous a été légué, ce qui est notre abreuvoir. Là où nous pouvons aller nous abreuver, parce que je considère vraiment que si nous ne prêtons pas attention à cet autre aspect, nous courons en fait à notre perte. Et ça veut dire que l'histoire ne peut pas s'interrompre. L'histoire est construite au quotidien, mais avec référence au passé, mais avec projection dans l'avenir. Et s'il n'y a pas patrimoine, il n'y a pas de raison d'être. L'ICA recense de nombreux souvenirs et beaucoup d'autres détails qui démontrent l'évolution technologique audiovisuelle. L'univers a su s'adapter à l'ère du temps et l'école renouvelle toujours son expertise et ses expériences. Le patrimoine audiovisuel évolue à une vitesse vertigineuse et les nouvelles technologies dans leur diversité sont une révolution. Et ce désengagement des pays africains à la Cour pénale internationale, après le Burundi et l'Afrique du Sud, c'est au tour de la Gambie d'annoncer son retrait de la CPI. Que pense alors les Quinois de cette sortie en cascade des États africains? La question que l'on se pose, le prochain pays sera-t-il la République démocratique du Congo? Les avis reste partagé. Je vous propose de suivre ce reportage de Jefté Kitita, Eric Ndongala. Dans la foulée du Burundi et de l'Afrique du Sud, la Gambie a décidé de se retirer de la Cour pénale internationale. Une situation qui renforce davantage la crise de confiance qui existe entre la CPI et les États africains. Je suis vraiment pour que les pays africains se retirent. Nous avons besoin que la justice soit dans le monde entier. Et si la CPI a été mise sur pied, c'est pour établir la justice dans le monde entier. Mais par le fait qu'il y a un acharnement sur les présidents africains, on doit se retirer. Je pense que c'est très prématuré que les États africains quittent la CPI en ce moment où il y a une dictature avérée qui règne en Afrique. L'une des raisons pour lesquelles ces États veulent quitter, c'est pour se mettre à l'abri de la poursuite de la justice internationale. Puisqu'ils savent qu'au sein de leur propre pays, ils sont prêts à instrumentaliser la justice. Et donc, en quittant la CPI, ils vont se retrouver très libres. Quand vous lisez les statuts de Rome, l'adhésion, elle est libre et puis le retrait également. Je trouve que c'est des manœuvres fallacieuses qui ne vont pas permettre l'émergence de la démocratie, dans ce sens que beaucoup de ces chefs d'État qui se retirent ou qui se désengagent du statut de Rome, c'est des gens qui ont dans le sang la dictature. À Kinshasa, ces initiatives de retrait divisent l'opinion. Tout en fustigeant la partialité de la CPI, Maître Wedi Kasongo dénonce les comportements de certains dirigeants africains. Les trois ont annoncé de se séparer, mais les autres sont là. Donc je pense que la CPI va continuer à faire son travail. Quand je regarde les trois pays qui ont annoncé déjà leur retrait de la CPI, la plupart des dirigeants de ces pays ont de rumeurs, pour ne pas dire des soupçons, qui pèseraient en termes de voir un jour la CPI poursuivre les dirigeants. Et la CPI a 3 modes de saisine qui sont prévus dans son statut. Il faut parler de la saisine par les autorités du pays concerné. Le deuxième mode, c'est le fait que la CPI peut se saisir d'office. Troisièmement, la CPI peut se saisir au travers du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi pas la RDC, prochain pays, à se retirer de la CPI? Pour fuir les massacres de janvier 2015 ou encore les fosses communes? Pour dire non à l'acharnement de la Cour pénale aux États africains. Mais gentiment, on a livré Jean-Pierre Bemba et d'autres personnes. Est-ce qu'on pourrait également aujourd'hui accorder le loisir aux futures autorités de ce pays de pouvoir envoyer à la CPI ceux qui ont commis des exactions en RDC? Je crois que le plus important, madame, c'est que la justice en RDC soit mieux lue et qu'elle soit
opposable à tout un chacun. C'est ce que nous devons rechercher. Mais si la RDC voudrait s'en retirer, écoutez, cela n'efface pas les crimes qui ont été... Ça, on le sait. Mais pour l'avenir. En société, les avenues du commerce et ex-Bokassa vont bientôt revêtir leurs plus belles robes. Le gouvernement provincial a lancé les travaux de réhabilitation de ces deux avenues. Les travaux sont exécutés par l'Office des voiries et drainage. Le coût global des travaux qui ont une durée de 3 mois est estimé à près d'1 200 000 $ américains. Le commentaire d'Élysée Mafou sur les images de Sonny Moulopoué. Dans 3 mois, l'avenue du commerce va revêtir sa plus belle robe d'antan, de même que l'ex-avenue Bokassa. Les travaux sont assurés par l'Office des voiries et drainage. Le lancement des travaux de la réfection a été fait par le ministre provincial des Travaux publics de Kinshasa. Le gouvernement provincial a décaissé une enveloppe de 1 196 000 $ américains pour exécuter ces travaux. Ces travaux consistent à réhabiliter, à faire l'entretien de l'avenue du commerce. Il y a des projets. Bon, premièrement, on va commencer avec l'avenue du commerce. Dès qu'on termine avec l'avenue du commerce, on va attaquer l'avenue Bokassa. Mais avant d'attaquer Bokassa, comme ici c'est un point chaud, le croisement commerce-Bokassa, c'est un point chaud, on a choisi de commencer ici. On va attaquer, on va monter l'avenue Bokassa jusqu'à 115 mètres. On va s'en monter là. On va terminer avec la montée de 115 mètres là. On rentre sur l'avenue Commerce qui est long de 1440 mètres. Une fois terminé, je crois bien que le financement va se suivre. Comme ça, on va attaquer l'avenue Bokassa. Bon, normalement, on vient récemment de faire cette route et les problèmes se posent. C'est les problèmes de l'assainissement. Parce qu'il y avait des égouts là que les Belges ont laissés. Bon, les égouts là ne fonctionnent pas comme il faut. Alors, après les études qu'on a menées récemment là, on a opté de faire les caniveaux là à ciel fermé. Pour essayer un peu de recueillir tous les eaux là qui dérangent la chaussée. Parce que vous le savez très bien, l'ennemi de la chaussée, le premier ennemi c'est l'eau. Donc quand l'eau ne s'est pas bien foulée, que ça traîne sur la chaussée, ça va dégrader la chaussée. Raison pour laquelle vous voyez à tout le temps que la chaussée est dégradée. Délaissée il y a de cela plusieurs mois, la réfection des avenues de commerce et ex-Bokassa réjouit les usagers. Toutes les dispositions sont prises selon les ingénieurs de l'OVD pour assurer la gestion des immondices et des eaux usées afin de préserver longtemps cet ouvrage. Du sport à présent, 3 victoires et 1 nul. C'est le bilan des 4 affiches de mercredi au stade Tata Raphaël. Un but partout entre l'AC Rangers et l'AC Kouya, 3-1 pour le FC System devant le Royal Sporting Club de Kinshasa, 3-0 à l'actif de l'AC Oudjana contre Saint-Étienne. Enfin, 1-0 pour la JSK face à l'OCK. Le commentaire de Paul Cazozo et Théodore Chitoli. Souvent, lors des rencontres de football, rencontres très fermées, tout peut se dénouer sur de petits détails exploités à bon escient. Tel est le cas du match de la 9e journée du championnat de Kirkin entre la jeunesse sportive de Kinshasa, la JSK, et l'OCK, l'Olympique Club de Kinshasa. Match joué le mercredi 26 octobre 2016 au stade Tata Raphaël. JSK-OCK, pas de but durant toute la première période. Soudain, la balle arrêtée de la 53e minute au bénéfice de la JSK. Spécialiste maison de la JSK pour cet exercice, Vao Muzetu, très adroit, réussit le coup. La balle est au fond. 1-0 pour la JSK jusqu'au dernier coup de sifflet. La victoire de la JSK, c'est ce but de Vao Muzetu sur coup franc. Vao, le lot coup franc combien? J'ai 3 coups francs. J'ai eu 3 coups francs au cours de ce match. J'en ai raté 2 et une réussite. Mazidol sur ses balles arrêtées, les mains, Cristiano Ronaldo, voire Iniesta. Je suis déjà auteur de 5 buts, dont 3 sur de balles arrêtées. C'est connu, Vao Muzetu, Vao Robinho, un bon frappeur sur coup franc, on le lui reconnaît.
C'est tout à fait normal, c'est préparé et c'est parmi notre projet de jeu. Ce sont les coups francs, ce sont les balles arrêtées qu'on a toujours travaillé à l'entraînement. C'est un petit qui a ces qualités-là qui est incarné en lui. Alors j'essaye de les perfectionner, de les faire améliorer au travers de nos entraînements. Et c'est ce qui paye. Aujourd'hui, c'est son 3e but qui marque par balle arrêtée. Abraham Loakabwanga, c'est à nous maintenant. Vous êtes ici particulièrement pour nous parler du meeting du 5 octobre, 5 novembre prochain, c'est-à-dire le samedi en 8. Mais d'abord une première question, vous n'êtes pas sans savoir que l'autorité provinciale a interdit toute manifestation publique jusqu'à nouvel ordre. Est-ce de la provocation ou de l'intox ou vous voulez pousser à bout l'autorité finalement pour lever cette mesure? Non, je crois, madame, que vu la situation actuelle, nous demandons que l'autorité de la ville de Kinshasa reconsidère cette décision. Parce qu'il est important que, et nous l'avons démontré, le 27 juillet, le 31 juillet, jour du premier meeting, il n'y a eu aucun incident, aucune arrestation, aucune casse. Qu'est-ce que l'on craint le 5 novembre? Nous ne sommes pas une bande de pilleurs, nous ne sommes pas une bande décision, il faut le dire, la décision n'a pas été prise en prévision du 5 décembre. Le 5 novembre n'existait pas encore. Et il y a un meeting même de la majorité qui a été annulé. Mais qu'est-ce qui motive? Lorsque je suis l'autorité de la ville, il dit qu'il faudrait qu'il n'y ait aucune manifestation pour les fêtes de fin d'année. Est-ce que les fêtes de fin d'année sont-elles des moments spéciaux par rapport aux autres périodes de l'année en RDC ou dans la vie du peuple congolais? Je ne crois pas. Soyons responsables par rapport à ce que nous vivons. Si aujourd'hui une frange de personnes en RDC représentées par le rassemblement et ces millions d'adhérents que l'on retrouve dans plus d'une soixantaine de partis politiques estiment qu'il faudrait s'adresser à ce peuple pour que nous puissions dire encore une fois que nous ne sommes pas d'accord par rapport à ce qui a été dit, nous appelons de tous nos voeux à un second dialogue de manière à ce que nous puissions circonscrire et aplanir. Mais la question c'est de savoir, vous savez que c'est jusque-là interdit et la mesure n'est pas levée. Pourquoi programmer un meeting pour le 5 novembre? Avez-vous eu des assurances de la part de l'autorité? Je crois que toutes choses sont négociables, madame. La raison première est pourquoi nous interdirons-ils de manifester ou d'user de nos droits? Manifestation publique. En tant que droit. Vous pourriez aller à la Fikine où il y a une grande salle. Vous pourriez... Madame, le rassemblement qui regorge en son sein les plus grands partis d'opposition, la Fikine, on risque de connaître des problèmes et risque de s'écrouler. Vous le savez. J'étais avec le président Etienne Tshisekedi le 27 juillet. Il y a eu 4-5 millions de Congolais sur les rues. Au meeting du 31 juillet, on parle 1, 2, 3 millions. Suivez RFI. Voici les chiffres. Ce que nous demandons simplement, c'est qu'on nous accorde ce moment-là, cet espace, pour que nous puissions... Parce que nous l'avons demandé au dialogue. Mais vous savez aussi que la police doit encadrer toute manifestation. Et si, sécuritairement, pardon, la police ne peut pas vous encadrer en ce moment, c'est pas vous qui dictez quand même les lois, c'est pas vous qui dirigez. Et si l'autorité estime que ce n'est pas le moment, vous devez vous incliner. Vous voulez faire la tête dure, pourquoi ? Madame, on ne fait pas la tête dure. Parce que vous appelez rassemblement? Non, madame. Je me tourne d'ailleurs et pour féliciter les généraux Bisengimana et Kanyama parce qu'ils ont eu le 31 juillet à garantir la sécurité des manifestants. Pourquoi vous ne parlez pas du 19 septembre? Madame, le 19 septembre aujourd'hui est sous enquête. La MONUSCO a enquêté, est venue prélever ce qu'il y a eu comme dégâts, ou pas simplement à l'UDPS, au siège où nous avons perdu 8 de nos vaillants combattants brûlés. Il y a eu également la CPI qui nous a visités la semaine dernière. Et nous avions également déposé une plainte formelle auprès de l'autorité pour qu'il y ait une enquête en bonne et due forme, qu'on établisse les rôles de tout un chacun. Nous regrettons d'ailleurs qu'un de nos membres déjà, la personne de M. Tshibala, lui a été arrêté sur base assez rapidement, alors que les preuves n'y étaient pas encore. Aujourd'hui, nous posons la question, pourquoi une justice à double vitesse? Tshibala a été arrêté. Que dit-on de nos 8 membres qui ont été tués, brûlés? Vous avez vu les images ignobles. Où en est-on avec cette enquête-là?
L'enquête n'est pas terminée, prenez pas des conclusions même hâtives. Même Vous pas. parlez d'une justice à double vitesse. Bref, je ne suis pas justice, je ne défends pas la justice. Mais alors, ce 5 novembre, qu'est-ce qui va être dit? C'est qui tiendra le meeting? Nous avons notre meilleur interlocuteur, en la personne du président Étienne Tshisekedi. Il n'y a pas meilleur que lui pour l'heure. C'est lui qui va s'adresser aux Congolais pour pouvoir expliquer. Je rappelle, mesdames et messieurs, à ceux qui nous suivent, que le 27 juillet, nous avions pris l'avion, nous sommes descendus à Kinshasa, non pour organiser des villes mortes, encore moins des meetings, mais pour participer à un dialogue sur la résolution 2277, un dialogue inclusif pour que nous puissions, ensemble avec les autres forces d'en face, c'est-à-dire la majorité, trouver un terrain d'entente pour que le pays avance. Or, nous constatons qu'à l'heure actuelle, nos amis ont avancé tout seuls. Ils ont essayé d'obtenir ce qu'ils ont obtenu. Devrions-nous parler de la Cour constitutionnelle avec sa décision alors qu'il n'y avait pas, que le quorum n'était pas atteint? On peut revenir sur plusieurs irrégularités. Nous disons simplement, nous sommes responsables. Ce pays ne peut pas sombrer dans un cycle de violence. On a eu assez de morts, on a eu assez de difficultés. Asseyons-nous en tant que personnes responsables et trouvons un terrain d'entente. Et encore que l'accord politique laisse rester ouvert pour toute personne et toute formation politique désireuse de pouvoir apposer sa signature. Et voilà. Donc vous avez encore le temps de vous rattraper, M. Abraham Lwakemwanda. Madame, nous avons tenu, nous, au rassemblement pendant près de 15 jours, un conclave. Et les résolutions de ces conclaves ont été lues et sont claires. Les conclusions du conclave, c'est qu'au-delà du 19 décembre, Joseph Kabila n'engage pas la nation, alors que l'accord signé maintient Joseph Kabila au pouvoir jusqu'à l'organisation des élections en 2018. La Cour constitutionnelle, a répondu à la requête de la CENI. Donc, et les chefs d'État de la SADC ont entériné finalement ce dialogue. Qu'est-ce qui vous reste encore? Revenons en arrière, madame. Le ministre des Affaires étrangères français, M. Hérault, a déclaré tout clair qu'il n'y avait pas d'inclusivité. Je peux vous citer les noms. Didier Reynders en Belgique, la même chose. Tom Perriello aux États-Unis, la même chose. Ce n'est pas pour les citer que. L'important ici, madame... La politique congolaise se décide. Excusez-moi, madame. Vous savez... il faut pas d'ingérence. Il ne faut pas rêver. Parce que, non, je voudrais... Oui, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Mais en 2011, après les élections, lorsque les États-Unis ont été la première nation dans ce monde de reconnaître la victoire de M. Joseph Kabila comme président de la République, la majorité présidentielle était contente. Donc il ne faudrait pas nous dire une chose et le contraire. Et je posais la question de savoir pourquoi il y a un lobby qui aujourd'hui est fait aux États-Unis. Chaque semaine, chaque jour qui passe, il y a une délégation congolaise qui va aux États-Unis. Et c'est là qu'elle pourrait obtenir le quitus. Mais je reviens sur le plus important, madame. Nous avons parlé, nous avons mis notre feuille de route en disant ceci. Nous voulons un régime spécial pour quelle raison? Premièrement, par respect de la Constitution, il est hors de question que M. Joseph Kabila ait un troisième mandat ou une extension. De deux, même si demain, ceux qui préconisent de voir M. Léon Kengo présider les rênes parce que les élections n'ont pas été faites, je rappelle que la loi stipule qu'il ne peut rester que 3 mois plus 1. Ça nous amènerait au mois d'avril. Au mois d'avril 2017, avons-nous les moyens financiers nécessaires pour organiser des élections? Non. Sachant qu'au 31 avril, lui aussi tomberait. Qu'est-ce qu'on aurait? Un vide à la tête du pays. Que dire des députés et des autres sénateurs? Certains sont déjà hors mandat. Ceux qui sont de la législature actuelle, au mois de février 2017, tombent. Il y aura un vide, on se dit non. Parlons d'un régime spécial qui aurait quoi? Nous allons déterminer avec nos amis en face. C'est pour ça que nous demandons. Venez qu'on s'asseye, qu'on trouve les solutions. Pas une solution qui va réjouir une partie de la population, mais qui va réjouir la majorité de la population. Et notre thermomètre, si on peut l'utiliser, ou thermostat, ça a été les villes mortes, ça a été les marches. Vous avez vu comment les Congolais réagissent. Et que dire des matchs de football aujourd'hui qui sont devenus un lieu d'expression naturelle où les Congolais disent à tous ce qu'ils ne veulent pas l'entendre, Yébéla, Yébéla. C'est de l'intox. Je vais vous retrouver pour conclure. La revue de presse est signée Tapi Lutunou. C'est un commentaire rendu par Michel Kérékéré. Revue de presse. Le sommet international sur la crise en République démocratique du Congo à Luanda a vécu. Dans le communiqué final, l'avenir nous fait savoir que le chef d'État félicite Joseph Kabila d'avoir convoqué le dialogue national, remercie également toutes les parties prenantes qui ont pris part et les félicite de la signature de l'accord politique global relatif à l'organisation des élections crédibles et pacifiques. Pas de surprise à Luanda.
Le communiqué final de la rencontre de la capitale angolaise dédié à la situation congolaise a consacré ce que Forum des As savait déjà. Par ailleurs, les participants ont condamné les violences survenues le 19 et 20 septembre dernier et ont demandé à toutes les parties de ne chercher des solutions à la crise politique que par de moyens pacifiques qui soient conformes à la constitution de la RDC et à la résolution 2277 du Conseil de sécurité. Le président angolais rassure Joseph Kabila. En effet, devant ses pairs, la prospérité indique que José Eduardo Santos a dit toute sa satisfaction après la signature d'un accord entre le gouvernement de la RDC, certains partis de l'opposition et les forces de la société civile dans le sens que les élections prévues cette année n'auront lieu que le 29 avril 2018. Sans mâcher les mots, le président angolais, au cours de son allocution, soutient l'hypothèse selon laquelle le président Joseph Kabila, en dépit d'avoir déjà accompli 2 mandats légaux, demeurera chef de l'État, comme le prévoit la Constitution, jusqu'à la prochaine élection. Donc, Luanda appuie les résolutions du dialogue de la Cité de l'Union africaine. Selon les dépêches de Brazzaville, José Eduardo Santos le juge équitable et met en garde contre toute velléité consistant à saper ses fondements. Mais la réponse du rassemblement est attendue le 5 novembre prochain. Selon la trompette, Étienne Tshisekedi va s'adresser à l'opinion à la place triomphale devant le stade de Martyrs. Cette réunion augure déjà un bras de fer, explique l'hebdomadaire, entre le pouvoir et l'opposition du fait que le gouverneur de la ville de Kinshasa a pris la décision d'interdire toute manifestation publique dans la capitale avant les fêtes des fins d'année. Au sujet de la course à la primature, les sources du journal Breaking Up renseignent que Jean-Lucien Boussa montrait en puissance au sein de l'opposition pro-dialogue. Le président du CDR semble prendre de l'envol et compte sur son carnet d'adresses au sein de l'opposition. L'hebdomadaire d'appui aux vertus républicaines fait savoir que plusieurs partis de l'opposition font allégeance à ces transfuges du MLC pour briguer la primature. Autre candidat, Vital Kamerhe. Mais il risque de perdre la bataille à cause de son caractère rancunier et de son orgueil. Un autre cheval engagé dans cette course à la primature s'appelle Florentin Mokonda Bonza. Ce dernier bénéficie du soutien de Léon Kengo Wadondo. Et selon le palmarès, il revient au successeur de Matata Ponyo de défendre le projet de budget exercice 2017 déposé par l'actuel Premier ministre. Abraham Lwakabwanga, on a terminé ce journal en 1 minute. Ça veut dire que le 5 novembre, le rendez-vous est pris, place en face du stade des Martyrs. Cette fois, on espère ne plus pas revivre le 19 septembre. Sinon, le rassemblement aura derrière la justice congolaise et les portes des prisons sont ouvertes. Madame, les portes de prison sont ouvertes pour quiconque enfreindra la loi. Les portes de prison sont ouvertes pour quiconque manipulera son arme et tuera d'une manière volontaire. Les portes de prison sont ouvertes pour toute personne qui va arrachera la vie et qui va enfreindre la loi. Ce que nous voudrons dire ici, madame, et je crois, j'en appelle à l'expertise de nos vaillants policiers, des généraux Kanyama et Bisengimana, ils l'ont déjà démontré. On a déjà tenu des meetings dans ce pays sans qu'il y ait effusion de sang, sans qu'il y ait casse, sans qu'il y ait arrestation. On peut, si l'on veut, on y met de la bonne volonté, laisser le peuple s'exprimer. Je crois que c'est cela. Nous sommes une jeune démocratie. Laissons qu'il y ait des chocs d'idées au lieu que ce soit des chocs d'armes. Nous n'avons pas d'armes. La seule arme que nous avons, c'est notre bouche, c'est notre foi, de pouvoir dire ce que nous pensons. Donc, nous ne sommes pas des brigands et nous n'allons pas mettre dans la rue des personnes qui viendraient faire de la casse ou des pillages. Ça, je peux vous le rassurer. Abraham Lwakabwanga, conseiller national à l'UDPS, chargé de la communication, de l'information et des médias. C'était lui notre invité. Mesdames et messieurs, merci beaucoup à vous, monsieur le secrétaire national, d'être passé sur les antennes de Numérica Télévision, commenter l'actualité avec nous. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous ai présenté cette édition. Et c'est avec le même plaisir que je vous retrouve dimanche pour l'édition de la rétrospective à 19 h. Entre-temps, l'information
informations continuent sur le www.numerica.tv. Demain, 13h, vous retrouverez Jephté Kitita. À 19h, Michel Kérékéré. Bonsoir. Très bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur, M. Kabangu Mpila Literfonce, décédé à Kinshasa le jeudi 20 octobre 2016. La famille Kabangu annonce aux parents, amis et connaissances que la levée du corps de la morgue de l'hôpital Saint-Joseph aura lieu le samedi 29 octobre 2016. Le corps sera exposé dans la salle Sipayot, dans la commune de Lemba, référence arrêt Sipayot. 12h juste, discours dans la salle du Royaume des Témoins de Jéhovah, avenue Loubefou, numéro 18. 14h juste, enterrement au cimetière de Kinkole. La famille éplorée demande à tous ceux qui ont connu M. Kabangu Mpila Literfonce de garder une pensée pieuse en sa mémoire. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de son fidèle serviteur, M. Kabangu Mpila Literfonce, décédé à Kinshasa le jeudi 20 octobre 2016. La famille Kabangu annonce aux parents, amis et connaissances que la levée du corps de la morgue de l'hôpital Saint-Joseph aura lieu le samedi 29 octobre 2016. Le corps sera exposé dans la salle Sipayot, dans la commune de Lemba, référence arrêt Sipayot. 12h juste, discours dans la salle du Royaume des Témoins de Jéhovah, avenue Loubefou, numéro 18. 14h juste, enterrement au cimetière de Kinkole. La famille éplorée demande à tous ceux qui ont connu M. Kabangu Mpila Literfonce de garder une pensée pieuse en sa mémoire.